Cedric Cannavaro on the beat. Bon. Ok. Bon. Peuple ivoirien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Population ivoirienne, je vous salue. Bonsoir pour certains et bonjour pour certains. Connectez-vous ceux qui ont déjà leur téléphone avec eux, qui ont déjà aussi leur tablette avec eux. Connectez-vous pour qu'on puisse parler un peu de 11 avril. 11 avril, ce n'est pas quand même un événement anodin dans la vie des Ivoiriens. Donc, connectez-vous. C'est vrai qu'aujourd'hui n'est pas 11 avril, mais j'ai préféré faire d'une pierre à deux coups.
C'est pourquoi aujourd'hui, 15 avril, je me permets de faire cette vidéo-là. Alors, donc, connectez-vous, peuple ivoirien, pour qu'on puisse parler un peu. Bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, c'est le camarade Mike Zama. Oui, Mike Zama de la RCI, entendez par là, le réveil de la conscience des Ivoiriens. Je m'arroge encore le droit ou encore la permission d'être encore devant vous pour échanger avec vous cet après-midi, pour parler de 11 avril. Pour ceux à qui cette vidéo aura plu ou encore plaît déjà, je vous demande humblement de la partager dans vos différents groupes. Et de la liker aussi, c'est important, sur YouTube. Je profite aussi de cette même occasion pour dire de façon simultanée, je suis connecté sur les deux réseaux, à savoir Facebook et YouTube. Alors donc, je vous demande aussi de la liker, cette vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, il n'y a pas d'effort à faire, il suffit seulement d'aller sur YouTube ou Facebook. Vous tapez Mike Zama, M-I-K-E, et le Zama c'est Z-A, et autant pour moi X-A-M-A. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Bon, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. On va aller à l'essentiel. Aujourd'hui est 15 avril 2020. Comme j'ai dit en prélude, c'est vrai que la vidéo parle des événements de 11 avril, mais j'ai préféré faire d'une pierre deux coups, en laissant carrément le 11 avril pour faire cette vidéo le 15. Le 15 parce que le mois d'avril, j'ai des souvenirs amers du mois d'avril. Depuis 2015, autant pour moi, depuis 1993, le mois d'avril fut un mois amer pour moi. Oui, un mois de mauvais souvenirs. Et avril 2011 aussi, fut aussi un mois de mauvais souvenirs. Alors, donc, il y a deux raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Au lieu de la faire le 11, j'ai préféré la faire le 15, parce que le 15 avril 1993, j'ai été frappé par un malheur. Oui, par un malheur. C'est-à-dire un événement que j'ai vécu qui ne peut plus se rattraper. Quelque chose qu'on perd, qu'on ne peut plus avoir à nouveau. C'est un cher. C'est une personne qu'on peut perdre, qu'on ne peut plus revoir. 15 avril 1993 fut le décès de mon père géniteur. Oui, celui qui était fier, l'une des personnes aussi qui était fière de m'avoir comme fils, qui était heureux de m'avoir comme fils, qui, n'est-ce pas, a orchestré tout pour que aussi j'ai un avenir meilleur. Mais malheureusement, Dieu en a disposé autrement. Et il s'est en allé. Il s'est en allé pas parce qu'il était vieux, mais comme c'est ce que Dieu avait prévu,
Il est allé dans la soixantaine d'années. La soixantaine d'années, surtout même ici en Europe, pour quelqu'un qui a 60 ans, il est encore très vivant. Mais c'est ce que Dieu avait prévu. Alors donc, 15 avril 1993 fut une date inoubliable pour moi. Ça, c'est la raison pour laquelle que de faire cette vidéo le 15 avril et le 11 avril, j'ai préféré la faire aujourd'hui, 15 avril, pour immortaliser une fois encore de plus ce que j'ai vécu en 93. Pour immortaliser encore une fois de plus la mémoire du vaillant guerrier, c'est-à-dire mon père. Que Dieu seul se souvienne de lui, là où il est. Secondo, je parlerai maintenant de la population ivoirienne. C'est le deuxième point, c'est-à-dire le 11 avril 2011. Jour pour jour, ça fait pratiquement aujourd'hui 9 ans. Oui, 9 ans que la Côte d'Ivoire est assujettie par les colons à travers un de ses parents voisins. Je veux parler de Dramane Ouattara. Ça fait 11 ans aujourd'hui que ce pays est frappé par la dictature. Ça fait 11 ans aujourd'hui que ce pays, n'est-ce pas, vit la prison. Ça fait 11 ans aujourd'hui que la paix ne se vit plus. Ça fait 11 ans aujourd'hui que le peuple ivoirien est brimé. Tout d'abord, avant de rentrer bien dans le vif du sujet, je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie ce 11 avril 2011. C'est une date inoubliable pour les Ivoiriens. Que tu sois du RHDP, que tu sois du RDR, que tu sois du FPI ou LMP, les Ivoiriens ont perdu leur vie dans cette crise. Oui, une crise qui a commencé, je dirais, depuis novembre 2010, qui finalement a pris fin en 2011 parce que il y avait quelqu'un qui voulait à coup sûr, à tous les coups, s'accaparer du pouvoir présidentiel. Pendant que la population ivoirienne est prise de paix, souffrant des effets collatéraux de la guerre, en cherchant de quoi manger, il y avait un groupuscule de personnes venant tout droit du Burkina, via le nord de la Côte d'Ivoire, qui venaient vers le sud. Gwenaël, sois la bienvenue, chérie Coco. Alors, donc je disais, il y avait un groupuscule de personnes venant du Burkina voisin, via le nord, qui venaient, qui avaient pour destination le sud. Ce groupe-là avait un seul objectif, enlever au pouvoir, d'après eux,
celui qui faisait la misère des Ivoiriens. Enlever, d'après eux, au pouvoir, celui qui était la terreur des Ivoiriens. Pendant ce temps, nous autres populations, que tu sois RDR, que tu sois LMP, on souffrait tous. Parce qu'à cette occasion, à cette situation-là, dans ce moment précis-là, il n'y avait pas que les militants de LMP qui souffraient pour avoir de quoi manger. Moi, personnellement, l'expérience que j'ai vécue, habitant à Makori, on était par moments obligé d'enjamber les corps sur le boulevard Giscard d'Estaing avec des pousse-pousse pour aller chercher de quoi manger au port autonome d'Abidjan, au port de pêche d'Abidjan, autant pour moi. Même au sein de cette port-là, il y avait des corps qu'on enjambait toujours pour ramasser du poisson. Je dis bien ramasser du poisson. Pour ceux qui n'avaient plus les sous pour s'en acheter, étaient obligés de ramasser le poisson pour venir nourrir leurs familles respectives. Et ça, pour nous qui habitions à Makori, ce n'était pas seulement les gens de LMP. Et puisque, je dirais encore, heureusement encore pour nous, nous qui habitons à Makori, ayant reçu de bonnes éducations au niveau de nos parents, en tout cas, la guerre, heureusement pour nous, ne nous a pas abrutis au point de s'entretuer comme les autres communes le faisaient. Quand tu es LMP, les gens de RDR viennent indiquer ta cour et puis bon, on te fait du mal, soit on te tue ou bien on te fait disparaître. Chez nous, heureusement, à Makori, a priori, on n'a pas vécu cette situation-là. Mais n'empêche quand même que on a vécu les effets collatéraux de la guerre. Nous autres, qui habitions à l'étage, quand il y avait les crépitements des armes lourdes, on était par moments obligés de se réfugier en bas des escaliers pour ne pas recevoir les obus. Voici les misères un peu qu'on a vécues. Pendant ce temps, il y avait un groupe de personnes qui avaient un objectif. Quelle que soit la misère des Ivoiriens, quelle que soit la misère du citoyen ivoirien, leur objectif, c'était d'enlever le cauchemar des Ivoiriens. D'après eux, le cauchemar des Ivoiriens, qui était le président Laurent Gbagbo. Il y a eu des pertes de vies humaines. Pour ne pas dire des pertes de vies humaines. Il y a des personnes qui sont allées à l'école, qui ont appris, qui ont fait des formations, qui ont eu des examens, qui ont passé à des examens pour le remaniement des armes. Pour le maniement des armes, je dirais. Qui avaient le droit de porter des armes, qui avaient prêté serment de défendre la nation. Ces personnes-là sont tombées au front devant nous autres. Ces personnes ont perdu la vie. Je ne dis pas que la vie des autres, c'est-à-dire ceux d'en face des rebelles, leur vie n'avait pas de sens. Ça avait un sens, mais ce n'était pas une cause noble.
Ce n'était pas une cause noble parce qu'il y avait un pays, il y avait un président de façon constitutionnelle qui était à la tête de ce pays-là. Il y avait un homme élu de façon constitutionnelle qui était à la tête de ce pays-là. Mais ça n'a pas empêché ces rebelles-là de venir attaquer le pays. Et les Ivoiriens dans l'ensemble, celui à qui ils ont mis leur confiance, ils ont prêté, ils ont donné leur voix, cet homme-là était pris, excusez-moi du terme, comme un gibier. Ça a pratiquement aussi endeuillé toute la nation ivoirienne. Pendant que certains se réjouissaient, certains étaient obligés de prendre la poudre d'escampette. Pendant que certains se réjouissaient, certains étaient en train de perdre la vie. Certains étaient obligés de quitter leur pays pour vivre la misère ailleurs. Certains ont été faits comme prisonniers. C'est l'occasion aussi de dire vraiment, de lancer mes encouragements à ces personnes qui ont défendu corps et âme cette nation. Je veux parler aujourd'hui de ceux qu'on appelle les prisonniers politiques. Les soldats qui étaient constitutionnellement légaux, qui avaient le droit de défendre cette nation-là. C'est le droit et c'est le moment aussi de penser à eux, peuple ivoirien. Et pendant que certains se réjouissaient, il y a eu quelqu'un qui, sa vie n'a pas compté. Ici, ma vidéo s'adresse précisément aux personnes, aux Ivoiriens, au peuple ivoirien qui a vécu un cauchemar dans cette crise-là, qui avait mis leur confiance en une personne, à savoir le président Laurent Gbagbo. Nous autres, on avait mis notre confiance en lui. Pendant que certains rentraient dans les maisons de certains pour leur arracher la vie, certains se réjouissaient. Ce n'est pas pour réveiller le couteau dans la plaie, mais c'est pour compter un peu les faits que l'Ivoirien a vécu. L'Ivoirien que je suis aussi a vécu. Permettez-moi de vous présenter une petite vidéo. Les combattants des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui posent pour la photo souvenir. Et voilà Simone, sa femme, murée dans le silence. Et la prière aussi, sans doute. Les forces françaises, de quelle manière elles sont intervenues? Elles ont intervenu pour protéger l'ambassade. La résidence de L'ambassadeur de France. uniquement. Uniquement. Et elles n'ont pas participé à l'arrestation. Elles ne sont pas rentrées dedans. Devant la porte de la chambre 468, des gardes solidement armés. Alassane Ouattara s'est engagé à garantir l'intégrité physique de Laurent Gbagbo et de sa famille. La
La consigne, visiblement, n'a pas été reçue par tous. Michel, le fils aîné de Laurent Gbagbo, Ça, c'est le fils du président Laurent Gbagbo qui est en train d'être lynché comme ça. Il s'en est fallu de peu. D'autres suivront, dont on ne connaît ni le nom ni la fonction, mais qui ont eu le tort de se trouver du mauvais côté au mauvais moment. Parmi eux, Charles Blé Goudet, le chef des jeunes patriotes, qui a eu droit, dit-on, à une sévère correction. Dans le hall de l'hôtel, devant l'unique poste de télévision, on acclame Alassane Ouattara. Donc, voilà, du coup, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits qui ont été réels en Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, ça ne pouvait pas arriver. On n'avait pas besoin d'arriver là. Nyankouayi, soit salué, je ne sais pas si c'est un homme ou bien une femme, bon, soit salué, ma soeur, ou bon, je vois, je ne sais pas si c'est un homme, soit salué. Alors, donc, je disais, on n'avait pas besoin d'en arriver là. Si pour certains, c'était pour protéger les Ivoiriens. Parce que celui qui a été élu constitutionnellement avait demandé une seule chose pour ne pas qu'on arrive là. On lui avait dit qu'il avait perdu les élections. Il a dit d'accord. Si vous pensez que j'ai perdu les élections, je souhaiterais tout simplement qu'on recompte les voix. Si on recompte les voix que je perds, alors je serai prêt à céder le pouvoir. La seule chose que je demande pour me confondre, recomptons les voix. Ce que Dramane Ouattara a refusé. Avec l'opinion internationale, puisque c'était le même camp. Ils ont refusé. Et voilà ce que ça a créé. On ne pouvait pas, on ne devrait pas en arriver là. Cet homme-là aussi n'avait pas le droit. Aucune personne n'avait le droit de traiter cet homme-là. Je veux parler du président Laurent Gbagbo comme ça. Parce que Dramane Ouattara qui est arrivé en Côte d'Ivoire depuis 1990, quelles que soient les situations qui seront passées en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara n'a jamais fait la prison. Aucune mouche n'a jamais porté main à Dramane Ouattara. Contrairement à quelqu'un qui s'est battu, oui, peuple ivoirien, contrairement à quelqu'un qui s'est battu pendant une trentaine d'années avant d'accéder au pouvoir. Quand je dis qu'il s'est battu, ce n'était pas avec des armes en main, mais qui s'est battu avec son verbe, qui a convaincu les Ivoiriens. Cette personne n'avait pas le droit de vivre une telle humiliation. La famille, la femme, les enfants, l'entourage de cet homme-là n'avait pas besoin de vivre une telle humiliation. Oui, c'est le moment, peuple ivoirien, épris de paix, de se rappeler de cet homme. Je veux parler du président Laurent Gbagbo. J'ai dit, et je le dis dans mes vidéos, que l'esprit que cet homme a eu, le courage que cet homme a eu, en tout cas,
sur 1000 hommes, sur 1000 hommes, il y a peut-être 2. Il y a peut-être 3, 4 au plus. En dehors de Jésus-Christ, à l'exception de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour l'humanité tout entière. En Côte d'Ivoire, on a eu un Jésus-Christ. Qu'on veuille ou pas, peuple ivoirien, cet homme-là, le courage que cet homme-là a eu, on peut comparer le courage que cet homme-là a eu au courage du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire liquider sa vie, braver sa vie pour autrui. Entre nous, qui est prêt aujourd'hui à brader sa vie, vendre sa vie pour quiconque? Je ne pense pas. Qui est prêt aujourd'hui à sacrifier sa vie, même souvent même pour son enfant, même souvent même pour sa femme? C'est-à-dire, la mort est là. On te dit, soit tu acceptes la mort et puis ton enfant vit ou ta femme vit. Combien de personnes qui peuvent faire ça? À plus forte raison, quelqu'un à qui on lui dit, mon frère, si tu as envie de vivre, abandonne ton peuple. On voit des gens qui se disent ivoiriens ou encore qui étaient ivoiriens, qui je ne sais pas s'ils sont toujours ou pas. Mais quand il y a le crépitement des bruits des armes, certains sont ceux qui deviennent des grands sprinteurs, qui prennent les clôtures de 18 mètres. Dès qu'on crie un peu net, ces personnes-là ont l'occasion de s'échapper. Mais le président Laurent Gbagbo, en tout cas cet homme-là, vraiment, qu'on veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, reconnaissons le courage de cet homme-là. C'est le cœur, la détermination de cet homme-là. Parce que moi-même qui vous parle, si même j'étais à sa place, depuis 2002, quand la guerre éclatait, il était en Italie. Et qu'on lui avait proposé l'asile doré, ici en Europe. Si c'était moi, en tout cas, à longtemps, il m'aurait déjà cherché. Mais il a bravé. Il a bravé encore ce danger-là. Et puis s'est rendu parmi sa population. Il a dit, si je dois perdre la vie, c'est avec cette population-là, je dois la perdre. J'ai prêté serment pour défendre cette population-là. Alors, si elle est dans les difficultés, c'est ensemble, on va essuyer, n'est-ce pas, la sueur du front. C'est comme ça qu'il s'est rendu là. En 2010, c'est-à-dire à partir de décembre, quand les armes ont commencé à crépiter encore à nouveau dans le pays, on lui a fait encore des propositions. Cher ami, tu as le choix de mourir avec ton peuple ou on te propose les plus grandes universités du monde. En Pennsylvanie, à New York, dans les grandes villes américaines, avec toute ta famille. Cet homme-là dit non. Cet homme-là dit encore niet. Si je dois mourir, je mourrai avec mon peuple. Entre nous, peuple ivoirien, combien de personnes
qui peuvent faire ça? Nous sommes combien qui pouvons faire ça? Nous sommes combien qui pouvons, n'est-ce pas, se retenir vis-à-vis de ces genres de propositions-là? Nous sommes combien? Nous-mêmes qui faisons même aujourd'hui même des vidéos, si souvent même on nous propose 500 € qu'on change de veste, de 300 € qu'on change de veste, celui qui avait toute une nation à sa main, dans ses mains, qui avait la possibilité de faire tout ce qu'il voulait, si cet homme l'a refusé, peuple ivoirien, c'est l'occasion vraiment de se rappeler de cet homme-là, de ce vaillant guerrier-là. C'est l'occasion de lui rendre hommage. C'est l'occasion, n'est-ce pas, de se rappeler de ce qu'il a fait. Il ne l'a pas fait pour se faire plaisir. Il l'a fait parce que il a prêté serment. Il a juré de défendre le peuple ivoirien. Le peuple qu'il a défendu ici, ce n'était pas aussi seulement les LMP. C'était tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Parce que quand il prêtait serment, il n'avait pas prêté serment pour dire qu'il défendait seulement les militants du LMP. Il a prêté serment pour défendre toute la nation ivoirienne. C'est pourquoi peuple ivoirien. C'est vrai qu'il faut se rappeler, il faut toujours s'incliner devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Il faut se rappeler de ceux aujourd'hui qui sont en exil, qui vont en exil vivant et qui reviennent dans leur pays par les deux pieds. Il faut aussi se rappeler d'eux. Il faut aussi se rappeler de ceux qui sont, n'est-ce pas, aujourd'hui dans les geôles. Ça fait pratiquement 10 ans qu'ils souffrent dans les geôles de Dramane Ouattara. Ça fait pratiquement 10 ans. Il faut aussi se rappeler d'eux. Mais la seule personne encore de qui il faut se rappeler, en tout cas, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce que je suis un pro-Gbagbo que je parle. Mais ceux mêmes qui sont en face, ceux qui sont, n'est-ce pas, conscients, ceux qui reconnaissent l'effort que cet homme-là a fait, quand il se retrouve entre eux, ils sont fiers aussi de lui. Raison pour laquelle aujourd'hui, on voit des pro-Soro qui reconnaissent la valeur de cet homme-là. Jay Irénée, sois la bienvenue. Ceux qui reconnaissent la valeur de cet homme-là, je veux parler des soroïstes aujourd'hui, qui reconnaissent la valeur de cet homme-là. Alors, peuple ivoirien, n'oublions pas cet homme-là. Peuple ivoirien, cet homme-là, reconnaissons que c'est le garant de la paix en Côte d'Ivoire. C'est le garant de la paix parce que l'opinion, merci ma soeur de partager ma vidéo.
c'est quoi Dieu Irénée? Je ne sais pas si c'est un homme ou bien Kona Like. Sois le bienvenu, mon frère. Dieu Irénée Badeigné. C'est un homme ou bien c'est une femme? Tu peux te signaler, c'est une femme, tu es une femme ou bien un homme? Alors, donc je disais, c'est quand même le moment de se rappeler de cet homme-là. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, en tant que peuple ivoirien, cet homme-là mérite des honneurs. Je ne serai pas en train de faire une vidéo aujourd'hui pour parler de cet homme-là si la CPI l'avait condamné pour les soi-disant meurtres qu'il avait commis en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la CPI l'a acquitté. Il a acquitté aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout le monde entier. L'une des raisons pour lesquelles il faut toujours saluer sa détermination. L'une des raisons pour lesquelles il faut toujours le garder en mémoire. Si ce n'est pas lui qui de façon officielle, a tué les 3000 morts, qui les a tués? Puisqu'il y avait deux camps qui s'affrontaient. Le camp de Dramane Ouattara et le camp de Gbagbo. La CPI dit aujourd'hui que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a violé. Ce n'est pas lui qui a tué. Donc, qui a fait ces crimes-là? L'une des raisons pour lesquelles encore population ivoirienne, autant pour moi population ivoirienne, l'une des raisons pour lesquelles cet homme-là, on doit le garder en mémoire. On doit toujours se battre pour lui. Parce qu'il s'est battu pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous. C'est le garant, oui, de la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qu'on veuille ou pas, c'est l'une des personnes autour de laquelle se gravite la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que c'est quelqu'un qui, de façon injuste, a passé, je dirais, près de 10 ans en prison, sans motif valable. C'est ce qui nous amène, nous autres, à toujours parler de cet homme-là. À toujours faire les éloges de cet homme-là. Oui. Rappelons-nous de lui. Souvenons-nous de lui, autant pour moi. Qu'on se souvienne de lui. Même vous qui ne l'avez pas aimé, et vous qui savez aujourd'hui que c'était quelqu'un qui avait l'ambition, n'est-ce pas, de défendre le peuple ivoirien. Peuple ivoirien, ce que je peux vous dire en ce qui concerne la crise que les Ivoiriens qu'on a vécue, je dirais que la guerre a eu deux étapes, a eu deux figures, si je dois le dire. Il y a eu le côté je dirais, physique.
le côté physique et le côté spirituel. Physiquement, le peuple ivoirien, c'est-à-dire le peuple ivoirien épris de paix, a perdu la guerre en 2010. Physiquement, c'est pas moi qui le dis, depuis 2002 déjà même, le président Laurent Gbagbo avait reconnu qu'il avait perdu la guerre. L'une des raisons pour lesquelles il était obligé d'accepter la rébellion dans son gouvernement. Oui, la rébellion qui l'a empêché. Parce que quand on le dit, certaines personnes trouvent le malin plaisir de dire que le président Laurent Gbagbo a dirigé le pays pendant 10 ans, il n'a rien fait. Ça, c'est ce que je reçois habituellement dans mes commentaires, dans les vidéos que je fais. Il a fait 10 ans, il n'a rien fait. Mais quand on est franc avec soi-même, quand on est conscient avec soi-même, étant président, tu as des adversaires politiques. Et lorsque la communauté dite internationale t'impose tes ennemis politiques, on connaît l'objectif d'un ennemi politique. L'objectif d'un ennemi politique, c'est de ternir l'image de façon politique, ternir l'image de celui qui est au pouvoir. C'est pourquoi souffrez aujourd'hui que nous autres, nous qui sommes dans l'opposition, qu'on ternisse aussi l'image de Dramane Ouattara. Mais on ne ternit pas même l'image de Dramane Ouattara, mais on dit, on dénonce ce qu'il fait. Donc je revenais à dire que, chers amis RHGP, vous qui avancez toujours des raisons pour dire que le président Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir sans apporter un plus à la Côte d'Ivoire, réfléchissons ensemble pour comprendre que cet homme-là, on lui avait imposé ses ennemis politiques. Et le rôle de l'ennemi politique, c'est de placer des pots de banane sur la route ou encore mettre des bâtons dans les roues de celui qui est au pouvoir. En ce qui concerne, si est bonne mémoire, le ministre des Infrastructures à l'époque du président Laurent Gbagbo, c'était Patrick Achi. Patrick Achi qui appartenait à l'opposition. Est-ce que ce Patrick Achi-là pouvait avoir de bonnes idées pour l'avancement du pays? Puisque lui aussi, son objectif, c'était de voir son mentor arriver au pouvoir. Mais ça, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est parce que quand on vous parle, vous trouvez toujours des astuces pour dire ouais, que le gars a fait 10 ans, 10 ans. Donc, bref. Alors, je disais que cette crise-là, sur le plan physique, le peuple ivoirien avait perdu la guerre. L'armée régulière, et je veux parler des FANCI, des Forces armées nationales de la Côte d'Ivoire, je veux parler aussi des FDS, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, avaient perdu cette crise-là. Elle ne l'avait pas perdu pour rien parce que le plan spirituel avait son mot à dire. Et quand on sait que le physique et le spirituel, la force dominante, c'est le spirituel, alors le spirituel a pris le dessus et le spirituel a gagné la guerre
face à ceux qui étaient opposés à la Côte d'Ivoire, face à ceux qui étaient opposés aux Ivoiriens. Je m'explique comment est-ce que le spirituel a pris le dessus. Imaginez un instant le président Laurent Gbagbo était toujours au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, certains groupes ivoiriens, certains peuples ivoiriens allaient comprendre que ceux pour lesquels hier, ils voulaient forcément découdre avec les autres Ivoiriens, est-ce qu'ils pouvaient savoir aujourd'hui que cet homme-là n'était pas fait pour le peuple ivoirien? Voilà la question. Si elle est mal posée, je reprends. Si le président Laurent Gbagbo, en 2010, était au pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que la déchirure entre le peuple ivoirien n'allait toujours pas s'accentuer? Pour répondre à cette interrogation, je dirais que la déchirure allait s'accentuer. Elle est encore plus grave parmi le peuple ivoirien. Parce que parmi nous, puisque c'est ce que Dramane Ouattara a dit hier, c'est parce que je suis musulman, c'est parce que je suis du Nord que les sudistes ne veulent pas qu'il devienne président. Donc pour un homme qui avait déjà dit ça, qui avait déjà préparé une partie de la population ivoirienne contre leurs frères, comprenons ensemble ici que la déchirure, c'est-à-dire le fait de se regarder en chien de faïence, allait s'amplifier. Un groupe allait dire toujours que non, comme on est musulman, c'est pourquoi les autres ne veulent pas qu'on devienne président. Monsieur Kwasi Vadim, Dimse, sois le bienvenu. Alors, donc je disais, une partie de la population jusqu'au jour d'aujourd'hui allait regarder leurs frères en chien de faïence et la haine allait s'amplifier entre nous. C'est ce qui est la vérité. La haine allait s'amplifier entre nous. Au point même, peut-être que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, le musulman n'allait pas marier le chrétien. Le chrétien n'allait pas marier le musulman. Puisqu'on leur a dit, c'est parce que je suis du Nord que les gens ne veulent pas qu'il devienne président, alors ça allait créer, n'est-ce pas, une division qui ne dit pas son nom, une division totale dans le pays. Mais Dieu, comme il est ce qu'il est, comme c'est un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, il a permis au plan physique que Dramane Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire. Pour que ceux qui juraient en son nom hier, pour que ceux qui voyaient en lui comme leur Messie puissent comprendre aujourd'hui que ils se sont trompés. Je veux parler de mes parents du Nord. Il a fallu aussi que Dieu utilise Soro Guillaume, endurcisse aussi le cœur de Soro Guillaume pour s'accoupler avec Dramane Ouattara pour faire du mal aux Ivoiriens. C'est aussi un plan de Dieu. Et il a fallu aujourd'hui, au côté maintenant spirituel, qu'il y ait une division, une séparation entre Soro Guillaume et Dramane Ouattara. Ce qui a permis aussi aujourd'hui à nos parents du Nord, je dirais 3/4 de nos parents du Nord, aujourd'hui qu'on veuille ou pas, savent que cet homme-là
à utiliser un des nôtres pour pouvoir accéder au pouvoir. Savent aujourd'hui que les 3 quarts, je veux parler des 3 quarts de la population du Nord, savent aujourd'hui que celui pour lequel ils avaient donné leur poitrine, ils avaient donné leur corps et âme, cet homme-là était un imposteur. Il a fallu ça. Ça fait qu'aujourd'hui, plein parmi nous qui étaient musulmans, pas qui étaient musulmans, mais qui sont musulmans, ont compris que l'autre voulait se servir d'eux pour pouvoir accéder au pouvoir. Et voilà comment est-ce que le spirituel a agi. Voilà comment Dieu a agi dans le noir. Voilà comment Dieu a fait pour que Dramane Ouattara, sur le plan physique, arrive au pouvoir. Parce que si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, est-ce qu'on allait avoir les soroïstes qui allaient sensibiliser leurs parents, qui allaient appeler leurs parents à comprendre que cet homme-là est un imposteur? Est-ce que ça allait se passer comme ça? C'est un peu l'histoire. Je fais une petite illustration qui s'est passée dans une classe. Voyez-vous, le professeur, il donne un devoir et généralement dans les classes, il y a toujours 2 groupes. C'est-à-dire le groupe des récalcitrants, le groupe des élèves récalcitrants et le groupe des meilleurs élèves. Le professeur donne un devoir et il savait finalement que le devoir qu'il a donné, tout le monde a fait faux au devoir. Et lorsque le professeur était en train d'apporter la correction au tableau, le chef des récalcitrants se lève et il dit au professeur, aux yeux de tout le monde, que non, monsieur le professeur, ce que vous êtes en train de faire est faux. Sauriez-vous les professeurs, sauriez-vous le professeur, qu'allez-vous faire face à une telle situation? Pour répondre à cette interrogation, pour un professeur réfléchi, il allait permettre à ce que ce dernier-là vienne étaler ses lacunes au tableau. Contrairement à ceux qui ne vont pas aller loin dans la réflexion, ils vont carrément mettre cet élève-là dehors. Mais celui qui a un esprit de discernement, un professeur qui discerne, qui réfléchit encore mieux, allait donner l'occasion à ce chef des récalcitrants qui s'opposait à lui de venir étaler ses lacunes au tableau. Et c'est à partir de ces lacunes qu'il allait le confondre. Parce que s'il refusait et qu'il mettait cet enfant dehors, alors ceux qui le soutenaient, c'est-à-dire ses amis qui le soutenaient, ils allaient simplement penser que c'est parce que leur ami, leur chef, il enseigne mieux que le professeur, l'une des raisons pour lesquelles le gars l'a mis dehors, le gars le met dehors. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Il a fallu que cet événement arrive pour que nous sachions, pour que l'Ivoirien même, d'abord même, arrive à connaître sa place, pour que l'Ivoirien même dans son propre pays connaisse sa valeur. Mais je pense que ce qui nous est arrivé humainement parlant va plus nous arriver une seconde fois. Certains parmi nous, pour des miettes, ils se sont dit que c'était peut-être un petit problème. Donc, ils ont sous-estimé la crise au point maintenant de regretter des actes qu'ils avaient commis.
Oui, ces actes-là ont eu des conséquences fâcheuses. Certains sont morts. Certains sont ceux qui souffrent en ce moment, comme on le dit communément, qui nimisent la galère dans la sous-région, qui sont obligés de se prostituer, ayant tout perdu déjà d'office au pays, même s'ils revenaient, c'est-à-dire ils seront confrontés à deux dangers, à savoir l'insertion ou la prison. Si on ne t'a pas mis en prison, comment tu fais pour manger? Comment tu fais encore pour reprendre une nouvelle vie? En cela, peuple ivoirien, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller pour ne pas que nous récidivions. Pour ne pas que nous récidivions. Et donc, pratiquement, j'ai fait une minute. C'est vrai, je pouvais aller au-delà de ça, mais j'ai décidé de m'arrêter là. Pour dire que cette date-là, 11 avril 2011, peuple ivoirien, peuple épris de paix, vous qui avez vécu cette crise-là d'une manière ou d'une autre, rappelons-nous de ce qui s'est passé. N'oublions pas ce qui s'est passé. Les erreurs qu'on avait commises doivent nous servir de leçon. Les erreurs que certaines personnes avaient commises doivent leur servir de leçon pour ne pas qu'ils nous récidivions. Souvenons-nous de ceux aujourd'hui qui payent le lourd tribut par notre faute. Vous qui avez la possibilité, vous qui avez les moyens d'aider aujourd'hui les gens qui sont incarcérés, qui se sont battus hier pour vous, qui sont incarcérés injustement, vous qui avez aujourd'hui les moyens de leur apporter secours, peuple ivoirien, n'hésitons pas. N'hésitons pas, oui, parce que c'était pour nous défendre que ces hommes-là n'ont pas été lâches. Sinon, ils pouvaient aussi fuir, comme l'a fait certains. Comme l'ont fait certains, autant pour moi. Souvenons-nous aussi qu'il y a eu quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Aussi. Un président de la République qui a sacrifié sa vie. Quelqu'un qui avait l'opportunité de monter dans un avion privé, dans une jet privée, pour aller vivre à l'aise. Souvenons-nous de cet homme-là qui est resté auprès de nous, qui a essuyé les tirs des armes lourdes de la France. Laurette Groga, sois la bienvenue ma soeur. Malheureusement, tu es en retard. La vidéo tire vers sa fin. Mais ce n'est pas grave, sois la bienvenue ma soeur. Alors, peuple ivoirien, c'était mon mot à dire. C'était ma version des faits. Si je prenais aussi le temps de vous expliquer ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu de façon individuelle, dans cette crise, j'allais faire peut-être 2 heures ou 3 heures du temps. Même 2 heures, 3 heures, n'allait toujours pas suffire. Je sais que vous qui regardez cette vidéo,
vous qui regarderez cette vidéo, chacun de nous se souviendra de ce qu'il a vécu. Sur ce, peuple ivoirien, c'était votre serviteur, humble serviteur, le camarade Mike Zama de la RCI. Entendez par là le réveil de la conscience des Ivoirois. Konan Like, cher ami, en tout cas merci d'être là. Vadim, Stéphane, cher ami, merci d'être là. Jouance, merci d'être là. Loretta Groga, merci d'être là. Je vous aime infiniment. Que Dieu nous protège.